Bonjour Monsieur Philippe Naillet. Bonjour Monsieur et Sellier. merci de nous accueillir dans votre permanence dionysienne. Donc, je suis Franck Sellier, je suis accompagné par Étienne Sabre qui va filmer cet entretien. Et nous lançons aujourd'hui avec vous une émission qui est destinée à durer longtemps, qui s'appelle Candidates Candidats. Ça s'adresse donc aux gens qui sont allés briguer les suffrages des électeurs. Vous, il se trouve que vous êtes le deuxième député le mieux élu de la Réunion derrière Karine Lebon. Et ma première question, tout simplement, mais qu'est-ce qui vous motive à aller briguer les suffrages des électeurs ? Oui, bonjour Monsieur Sellier, bonjour à ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder. Alors, qu'est-ce qui nous motive? D'abord, il faut savoir que moi, c'est la continuité d'un engagement que j'ai commencé. Je ne parle même pas de l'engagement militant, je parle de l'engagement auprès de Gilbert Annette comme élu à la ville de Saint-Denis, responsable de SEM. Donc avant de devenir député, avant d'avoir ce mandat national, hein, puisque je répète que pour ceux qui nous regardent, député, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une fonction, c'est un mandat. Mais avant d'avoir ce mandat, j'ai occupé des responsabilités ici à Saint-Denis, dans le quartier des Camélias, où à l'époque j'avais en charge, politiquement en tout cas, sous la responsabilité. Oui, absolument. J'avais la responsabilité de la rénovation urbaine des Camélias sous l'autorité du maire. J'ai fait tout ce cheminement. J'ai été le suppléant d'Erika Barretch lorsqu'elle se fait élire pour la première fois députée, c'était en 2012. En 2016-2017, rappelez-vous, elle devient dans un premier temps secrétaire d'État à l'égalité réelle et ensuite ministre des Outre-mer. À ce moment-là, moi, je deviens député. On se fait réélire en 2017 sur la circonscription. En 2020, elle devient maire de Saint-Denis. Moi, je suis son suppléant, donc je deviens député. Je me présente en 2022, je suis élu. Au moment de la dissolution, je me représente et je suis de nouveau élu. Pour répondre précisément à votre question, parce que je considère que après l'expérience acquise au niveau local, il est important, compte tenu de cette expérience, il était important d'être à Paris, à l'Assemblée nationale, non pas pour être député, mais tout simplement pour défendre les intérêts de la Réunion, défendre les intérêts des Réunionnais et des Réunionnaises par rapport à un vécu que j'ai acquis sur le terrain au contact de la population. Ma question plus intime, c'est qu'est-ce qui pousse un jour un homme qui a une carrière professionnelle à se dire « je me lance en politique » avec toutes les difficultés du débat qu'il peut y avoir? Ah, moi, ça remonte à un peu loin. Vous savez, on ne sort jamais indemne, si je puis dire, de ces années au lycée, à la faculté. Moi, j'ai eu d'abord la chance d'avoir des enseignants qui étaient engagés politiquement. Vous savez, j'ai eu des gens comme Raymond Mollard, vous ne l'avez peut-être pas connu, qui a été un syndicaliste. Son épouse ensuite. Voilà, Françoise Mollard également. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur d'allemand Robert Gauvin. J'ai eu la chance d'avoir un certain Lallemand, qui était l'économiste en chef du Parti communiste à l'époque, comme professeur. J'ai eu Philippe Guyot, j'ai eu tous ces gens-là. Donc ces gens-là, que vous le vouliez ou pas, quelque part, ont contribué à mon engagement politique. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Gilbert Annette. J'ai milité au Parti socialiste. Donc, vous savez, quand vous y êtes, comme militant, si véritablement vous croyez en ce que vous faites, et moi je crois en ce que je fais, et ben vous vous engagez et vous essayez d'aller plus loin, non pas pour avoir des mandats. Hein, le but, c'est pas d'avoir des mandats. Bien sûr, le mandat est important. J'ai dit tout à l'heure que c'est une responsabilité que d'être député, mais il faut aller plus loin lorsqu'on a des convictions, pour porter la voix, pour défendre les préoccupations, les sujets, les problématiques d'aujourd'hui et de demain de notre territoire. Je suis député, je suis un élu de la nation, mais je suis d'abord un Réunionnais qui est élu à La Réunion et à Saint-Denis de La Réunion. Et la politique, c'est un monde à part, donc pour tout le monde, je cherche quelles sont les affaires dans lesquelles il a pu être mêlé. Vous, il n'y a pratiquement rien, il y a sauf la Sodiac. À un moment donné, il y a eu la Sodiac qui a fait faillite. On vous a plus ou moins reproché de ne pas avoir su gérer la Sodiac à ce moment-là. Il n'y a pas eu de poursuite. Mais aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez une faute dans la gestion de la Sodiac qui aurait pu et qui a pour conséquence d'avoir dû vendre la Sodiac à CDC Habitat et peut-être perdre un levier en matière de politique de logement qui était pour la mairie de Saint-Denis? Écoutez, je vais vous dire, il faut bien sûr ne pas se mettre la tête sous le sable. Lorsque vous êtes président, ça a été mon cas, vous avez toujours une part de responsabilité. Hein, moi, je considère que quand vous êtes un politique, vous avez une part de responsabilité. Hein, je veux dire que, et ça c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne sont pas responsables. Ce qu'il faut savoir en 2 mots, Ouais. c'est que quand moi j'arrive à la Sodiac en 2020, non, pardon, Avant, en 2014, oui. excusez-moi, en 2014, je pars de la Sodiac en 2020 quand je deviens député, puisqu'on ne peut pas être député mandataire social. Quand j'y arrive en 2014, ce qu'il faut savoir, c'est que la Sodiac était déjà en difficulté. Ce n'était pas propre à la Sodiac, puisque à La Réunion, compte tenu quand même de notre bassin économique, compte tenu de la demande, compte tenu de la production de logements, d'immobilier d'entreprise, etc., il y avait, il faut le dire, trop d'aménageurs pour un territoire comme le nôtre. D'ailleurs, moi-même, j'avais eu un rapport de l'ANCOLS, l'Agence nationale de contrôle des organismes de logements sociaux, qui m'avait laissé entendre à l'époque que nous étions beaucoup trop nombreux. J'ai pu mesurer la difficulté quand je suis devenu président de la Sodiac, que nous étions très nombreux, parce que l'aménagement, si vous voulez, ce sont des opérations au long cours qui demandent des financements. Quand vous êtes dans le logement social, c'est vrai que vous avez la ligne budgétaire unique, vous avez la défiscalisation, vous avez le crédit d'impôt, mais quand vous êtes dans l'immobilier d'entreprise, c'est une autre paire de manches. Vous faites appel à vos fonds propres, vous faites des emprunts. Et l'immobilier d'entreprise, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de facile parce que vous êtes aussi dépendant de la dynamique ou pas économique, parce que personne ne viendra louer, personne ne viendra acheter avec vous s'il n'y a pas de perspective pour lui. En attendant, il faut avancer. Donc, c'est toutes ces difficultés-là qui ont fait qu'à un moment, la Sodiac s'est retrouvée en grande difficulté et qu'elle est passée sous le joug d'un de ses actionnaires, qui était déjà à l'époque la Caisse de dépôt. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, à La Réunion, la plupart des aménageurs sont sous le joug de la CDC, et puis vous avez à côté Action Logement. En tout cas, vous n'avez pas été inquiété outre mesure dans cette affaire, pas de mise en cause particulière. En revanche, il y a l'association Anticorps qui, de manière plus générale, présente La Réunion comme l'une des régions les plus touchées par la corruption de France. Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose de mérité? Écoutez, moi, je n'ai pas, si Anticorps le dit, je sais que c'est corroboré, hein, c'est la réalité. Moi, je n'ai pas d'éléments sur tel ou tel. Moi, j'ai une règle qui est très simple. C'est de dire, enfin, 2 règles. La première chose, c'est de dire que il y a les fautes et il y a les erreurs. Les erreurs sont pardonnables. On peut faire des erreurs. Hein. Encore une fois, il n'y a que ceux qui ne font rien. Les fautes ne sont pas pardonnables. Ça, c'est différent. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est que la justice, elle doit toujours passer. Elle doit passer pour le citoyen lambda, elle doit aussi passer pour nous, le politique. Donc voilà, et vous avez noté que moi, je ne commente jamais les décisions de justice. Ce que je souhaite, bien sûr, c'est que lorsque Anticorps révèle un certain nombre d'affaires, c'est que la justice puisse faire son travail en toute sérénité. Et moi, j'ai confiance en nos juges, j'ai confiance en notre système. Maintenant, si demain, on ne devait plus être les champions de la corruption, je pense que ce serait mieux pour notre territoire et ce serait surtout mieux par rapport à la confiance que nous devons à nos concitoyens. Bien sûr. Vous apparaissez toujours comme un homme calme, d'un calme olympien même. S'en est à se demander qu'est-ce qui vous met en colère, à quel moment vous rentrez en rage? Ah, ça m'arrive d'être en colère, heureusement d'ailleurs, sinon je serais dans une forme d'anormalité. Non, ça m'arrive d'être en colère. Bien sûr, je suis en colère contre toutes les formes d'injustice. Je me surprends parfois à être en colère contre certaines formes d'incivilité que je rencontre dans la rue. Oui, il m'arrive d'être en colère. C'est-à-dire, vous êtes comme Bayrou, vous mettez une claque au gamin qui... Non, je n'irai pas mettre une claque et je dirais encore moins que c'est une claque éducative. Oui. D'accord? Moi, je crois au travail de fond. Et pour revenir à ça, je fais un peu le lien. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que l'éducation populaire, si je puis dire, est perdue du terrain. Je pense qu'il faut redonner du sens, il faut redonner du sens, expliquer ce qu'est la citoyenneté, expliquer que les investissements que nous faisons, eh ben derrière, il y a des impôts, il y a des emprunts, on le fait durablement dans le temps, ça doit être respecté, impliquer nos citoyens. Donc, bref, il y a tout un travail de pédagogie
à faire. Il y a aussi un travail de concertation. Moi, je salue ce que fait la maire de Saint-Denis aujourd'hui ou sur la plupart des grands projets. Quand je vois Diony Park aujourd'hui, tout ça, Diony Park n'est pas sorti du cerveau des élus. Il a été fait en concertation avec les Dionysiens. Il faut faire cela. Il faut impliquer les gens, il faut impliquer le citoyen et il faut expliquer que tout ça a un coût. Moi, je pense qu'il faut expliquer cela et qu'on est dans une période qui est extrêmement difficile et lorsque nous faisons des investissements, il faut les respecter et le vivre en commun. Moi, je ne parle pas de vivre ensemble, le vivre en commun, ça commence par le respect des personnes, le respect des équipements, le respect des biens et assumer un certain nombre de valeurs. Et donc, au-delà de la colère, il y a une trajectoire qu'on aurait pu penser très lisse. Et en fait, votre trajectoire n'est pas si lisse que ça, parce que récemment, vous vous êtes mis en différence avec la ligne du Parti socialiste en votant la censure contre le gouvernement Bayrou à 2 reprises, alors que le Parti socialiste, dont vous faites toujours partie, disait non. Qu'est-ce qui a provoqué cette radicalité? Alors, est-ce que c'est un peu un calcul politique parce que Emmanuel Macron a une impopularité énorme à La Réunion, ou est-ce que c'est une adhésion finalement de plus en plus forte à la ligne défendue par LFI et Mélenchon? D'abord, moi j'ai une règle que je m'applique, en tout cas je me l'appliquerai tout le temps où je serai élu, quelle que soit la responsabilité, aujourd'hui député, c'est que j'essaie d'être cohérent par rapport à ce que j'ai raconté aux électeurs pendant la campagne électorale. Quand je suis à l'Assemblée nationale, que je prends la parole ou que je vote un texte, je me pose toujours la même question, je me dis, est-ce que ce que tu vas faire là, le vote que tu vas faire, est-ce que les paroles que tu vas dire sont en cohérence avec ce que tu as raconté pendant la campagne? C'est ça ma règle, Monsieur Sellier. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui fait que les gens s'éloignent en partie de la politique, c'est qu'une fois qu'on est élu, on oublie ce qu'on a dit. Moi, j'essaie d'être cohérent. C'est ça ma cohérence. C'est ça qui a fait que j'ai voté la censure à 2 reprises, parce que je ne croyais pas du tout, moi, au conclave. On l'a bien vu, ce sont des histoires. Et quand Bayrou disait aux socialistes, ne vous inquiétez pas, on ne va pas diminuer les crédits, on n'a pas diminué sur certains postes, mais ce qu'on a donné d'une main, on l'a repris de l'autre main. Donc, c'est pour cela que moi, en mon âme et conscience, j'ai voté la censure à 2 reprises. Et quand je vois ce qui s'est passé, et pour reprendre la phrase de Pierre Dac, quand j'entends ce que j'entends et que je vois ce que je vois, je me dis que j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de voter la censure. Et plus généralement, le PS a-t-il raison de s'éloigner peu à peu de LFI et surtout de la ligne qui a permis l'élection de beaucoup de députés, la ligne NUPS puis la ligne Front Populaire aujourd'hui? Non, je crois que les choses sont pas aussi simples que vous le dites. Oui. D'abord, il y a une règle qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que les électeurs de gauche, les hommes et les femmes de gauche, qu'ils soient à Saint-Denis de la Réunion, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient à Strasbourg, qu'ils soient à Reims, qu'ils soient au Port, qu'ils soient à La Possession, qu'ils soient à Saint-Pierre, ce qu'ils nous demandent à nous, hommes, femmes politiques de gauche, c'est d'être rassemblés. Les gens, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit rassemblés parce que les électeurs de gauche, ils ont compris une chose, que les seuls qui peuvent faire barrage demain au Rassemblement national, les seuls qui peuvent parler de nouveau, à condition de faire l'effort, aux classes populaires, aux classes moyennes, ce sont les hommes et les femmes politiques de gauche. Donc, ils nous demandent d'être rassemblés. Donc, moi, je suis un partisan du rassemblement. Je me dis que c'est pas simple, c'est pas facile. Hein. Je veux dire que, pour reprendre un terme là aussi des années Mitterrand, 70, on disait à l'époque l'union de la gauche est un combat. Oui, c'est un combat, c'est pas facile, je veux dire. Voilà. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit le rassemblement, mais en même temps, il faut se dire que nous sommes différents. Les socialistes, le Parti socialiste n'est pas le LFI. Le Parti socialiste, il a une histoire qui est très ancienne. Le Parti socialiste, c'est le Front populaire, c'est 1980, c'est les années Jospin avec un certain nombre d'avancées. Donc, il a aussi son histoire. Et moi, je me dis qu'il est normal aussi qu'à côté des LFI, à côté des Verts aussi, qui ne sont pas LFI, à côté des communistes, qui ont aussi une très longue histoire, le parti de la résistance, le Parti communiste, qui a une très longue histoire. Donc, il faut le rassemblement, mais il faut que chacun respecte l'autre pour ce qu'il est, pour son histoire,
Et c'est ça, on est dans une période où il y a eu des moments où le rassemblement de la gauche était possible, mais on est dans une période où les positions sont particulièrement violentes actuellement entre les socialistes et LFI. Comment pensez-vous qu'on puisse raccommoder ça assez vite, ne serait-ce que pour les municipales et puis les présidentielles à venir? non, je n'ai pas de réponse comme ça, un peu à l'emporte-pièce. Ouais. Je vous ai dit, on a notre responsabilité d'hommes et de femmes de gauche, c'est de trouver le chemin pour être rassemblés. Hein, parce que nos électeurs, les Françaises et les Français, les Réunionnais, les Réunionnaises, tout simplement, ne pardonneraient pas. Moi, chaque fois que je sors, les gens me parlent de la gauche, ils me disent « mettez-vous d'accord, soyez rassemblés, on sait que vous n'êtes pas LFI, on sait qu'LFI et le Parti Socialiste, ce n'est pas toujours simple, mais débrouillez-vous, voilà, trouvez les voies du rassemblement. » Donc il faut faire ce chemin. Après, M. Sellier, vous êtes un fin observateur de la vie politique depuis quelques années maintenant. Ce qui complique un peu les choses, c'est quand même l'élection majeure qui va arriver après les municipales, hein, puisque je rappelle quand même que après les municipales, il va y avoir ce qu'on considère comme l'élection majeure ou l'élection maire de la Ve République, qui est l'élection présidentielle. Et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il y a une divergence d'appréciation sur 2028, c'est bien ça, puisque Jean-Luc Mélenchon est déjà en campagne, ce que je respecte, mais en même temps, vous avez une grande partie de la gauche qui, aujourd'hui, qui dit que si nous voulons avoir une chance, il faut avoir un candidat unique, et ce candidat unique, il ne peut pas être autoproclamé, il ne peut pas sortir de sondage, il faut aller vers des primaires. Donc vous voyez bien que c'est un peu là que se situe la différenciation. Bon, vous croyez qu'on est encore capable de refaire des primaires comme du temps de François Hollande? Ben, écoutez, moi je le souhaite sincèrement parce que je pense qu'on a bien vu la dernière fois ce qui s'est passé. Ressortez les scores de tous les candidats de gauche, tous ceux qui étaient. Je mets Mélenchon à part. Je mets Mélenchon à part, mais quand vous regardez, c'était pour nous socialistes, c'était un score infiniment bas, si je puis dire. Pareil pour les autres. En même temps, tout ça a privé Mélenchon d'être au deuxième tour, alors que si on avait fait une primaire, si tout le monde avait joué le jeu de la primaire, je pense que celui qui aurait gagné cette primaire, je suis convaincu qu'il aurait été au deuxième tour. Après, il y a eu un traumatisme. Quand je citais François Hollande, c'est que son mandat a été traumatisant pour les électeurs de gauche, qui ont eu le sentiment à la fin de ce mandat d'avoir été trahis. Je ne sais pas si vous-même, vous avez eu ce ressenti. Il est clair que une des rares satisfactions que j'ai eues dans le mandat de Hollande, c'est la nomination d'Éric Abaretch comme ministre des Outre-mer. Parce que je connais Éric Abaretch depuis longtemps. Mais les lois travail engagée. Non, mais j'y arrive. C'est une femme engagée, intelligente, engagée, qui se donne toujours à fond dans ce qu'elle fait. Et le fait d'avoir porté ce projet de loi sur l'égalité réelle a été pour moi, qui arrivais comme député, le seul moment que je retiens dans ce quinquennat, parce que oui, à côté de cela, malheureusement, il y a eu des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on attendait des hommes et des femmes de gauche. Que ce soit la loi El Khomri, que ce soit la loi Macron, la loi économique de Macron, ou surtout, ce qui a été terrible, qui nous a fait terriblement mal, c'est quand le président de la République dit on pourrait aller vers la déchéance de nationalité. On n'attend pas ça d'un homme d'État, et encore moins d'un homme d'État qui se dit socialiste. Alors je ne sais pas si ça a encore du sens gauche-droite au sein du PS, mais là vous êtes clairement sur la ligne la plus à gauche du PS. Moi j'ai toujours soutenu Olivier Faure, je l'ai soutenu la première fois où il s'est présenté, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu de nouveau il y a 2 ans et demi, et je continuerai à le soutenir pour une raison très simple, je vais vous dire. Faure, quand personne ne voulait plus être à la tête du Parti Socialiste, lui, il a accepté de faire le taf. C'était pas simple, hein, vous l'avez dit vous-même. Ça a été un traumatisme, le fait d'avoir un président de la République socialiste à fortiori qui ne puisse pas se représenter. C'était ça, la fin du quinquennat de Hollande. Donc c'était très compliqué. Faure, il a accepté de faire le taf. Et surtout, Faure a fait l'inventaire avec lucidité, avec honnêteté intellectuelle, mais il a surtout remis le Parti Socialiste, on l'a évoqué il y a quelques secondes, quelques minutes, il a remis surtout le Parti Socialiste dans son couloir de gauche.
le couloir qu'il n'aurait jamais dû quitter. Donc c'est pour cela que moi, j'ai soutenu Olivier Faure et que je continuerai à le soutenir parce que, vous savez, quand le Parti socialiste est sanctionné, il n'est jamais sanctionné. Regardez toute son histoire, même en 93. Regardez toute l'histoire du Parti socialiste depuis 1936. Non, mais je termine là-dessus. Ouais. Quand le Parti socialiste est sanctionné, il n'est jamais sanctionné parce qu'il a été trop à gauche. Il est à chaque fois sanctionné parce qu'il a été insuffisamment à gauche, qu'il oublie qu'il est le Parti socialiste. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez cité à plusieurs reprises Erika Barège, il y a peut-être une petite ligne de divergence à ce niveau-là avec Erika Barège, qui, elle, n'était pas forcément pour vous votiez la censure, et pourrait représenter une partie socialiste un peu plus centrale, non? Non, moi, je n'ai pas de divergence là-dessus. Vous savez, vous pensez bien qu'avant de voter la censure, j'ai échangé quelques minutes avec Erika Barège. Erika Barège a très bien compris mes arguments. Et puis, Erika, elle me connaît, elle connaît ma loyauté, elle connaît mon soutien qui est indéfectible. Mais elle sait surtout une chose, c'est que moi, je suis quelqu'un de conviction. J'ai des convictions, c'est ce qui m'anime. Et quand j'ai des convictions, eh ben, je les assume. C'est pour cela que j'ai voté la censure. Que ça plaise ou ça déplaise. Je vais aborder un sujet un peu clivant de la politique réunionnaise, quand le député Maillot fait des sorties contre le néocolonialisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, grosso modo, la Réunion a achevé sa décolonisation? Alors, moi, je ne vais pas commenter les propos de Frédéric Maillot. Vous comprendrez que je ne suis pas Frédéric Maillot, hein, et lui, il n'est pas Philippe Naillet non plus. Vous posez une question qui est plus globale. Aujourd'hui, je crois que notre histoire, aujourd'hui, notre histoire d'abord liée à l'esclavage, malgré les grandes lois qui ont été votées, que ce soit l'abolition ou la loi Taubira, nous, notre 20 décembre, ou le 10 mai avec la loi Taubira, on voit bien que ce sont des sujets qui sont toujours prégnants dans la société réunionnaise. Parce que aujourd'hui, malheureusement, ces sujets-là reviennent, il faut le dire. Pourquoi ils reviennent? Pourquoi, oui. Non, mais moi je vais vous dire, à mon avis, moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas professeur, je n'ai pas fait d'études. Là, c'est le ressenti du politique. Parce que aujourd'hui, les ultramarins considèrent que depuis que Macron est au pouvoir, ils sont moins considérés. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, pour le national, pour Macron, pour la Macronie, les Outre-mer, ça ne compte pas. Vous le voyez bien, chaque année, on est obligé de se battre pour obtenir des petites avancées. L'année dernière, ça a été pour sauver la mission Outre-mer à périmètre constant, alors que tous les indicateurs socio-économiques sont totalement dégradés en Outre-mer. Regardez la façon dont les Mahorais sont traités. Moi, j'étais à Mayotte il y a 3 semaines. J'ai fait une mission flash parce que avant le texte qui va arriver sur la refondation, où je vais être probablement chef de file pour mon groupe, au-delà des études, des rapports que je connais par cœur, je voulais aller voir de visu. Mais c'est une situation hors norme. On insulte les Mahorais. Donc, je veux dire que c'est global. Depuis que Macron est là, les Outre-mer, aujourd'hui, ne sont plus considérés. Donc, il y a ce ressenti dans la population qui est de dire que aujourd'hui, on nous traite comme à l'époque coloniale. Donc voilà. Et puis vous voyez bien qu'il y a des choses qui, encore, avec lesquelles la France, quand je dis la France, l'Hexagone a du mal à effacer. Vous avez encore la statue de Colbert à l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal? C'est un sujet extrêmement prégnant à Saint-Denis. Donc Erika Barège. Non, mais je termine là-dessus. On va rebondir. Moi, je ne parle pas d'Erika Barège, je veux le national. Regardez. Mais comment voulez-vous que les ultramarins prennent ça bien? Colbert, celui qui a écrit le Code noir, sa statue, elle est toujours là à l'Assemblée nationale. Le Code noir aujourd'hui. Je faisais le lien évidemment avec la statue de Maëlla Bourdonnais, qui est un acte très fort de la mairie de Saint-Denis. Oui. Pas totalement assumé jusqu'au bout parce que c'est difficile, j'imagine, de déboulonner. Donc on dit simplement qu'on déplace, mais on est quand même dans cette idée-là. Oui, on a déplacé et on a eu raison de déplacer Maëlla Bourdonnais, parce que je vais vous citer un historien
Emmanuel Ferrex, qui est professeur d'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une statue n'est pas un livre d'histoire, c'est une trace de gloire. Ces gens-là ne méritent pas la gloire, donc on a raison de les déplacer. Donc voilà, je veux dire que tout ça passe mal. Aujourd'hui, on découvre 177 ans, c'est ça, 177 ans après l'abolition de l'esclavage, on découvre que le Code noir n'a pas été aboli. Et je vais rebondir sur une autre affaire que Parallèle Sud a pu révéler via l'historienne Clara Boyer-Rossol. Elle découvre dans les collections du Musée de l'Homme des restes humains d'esclaves réunionnais ponctionnés en 1840 à une époque où la science raciste était la science admise par tous. Aujourd'hui, que faire de ces restes humains? On a en Afrique du Sud des Sud-Africains qui ont demandé la restitution de la fameuse Vierge Noire. Oui, absolument. On a en Guyane des associations qui, comme à La Réunion, se rendent compte qu'il y a des restes humains. Ils demandent que ces restes soient restitués, non pas pour être exposés, mais pour être rendus aux communautés et soumis à des rites funéraires qui rendent un petit peu la fierté, l'honneur, la mémoire de ces communautés-là. Que faire des restes humains réunionnais retrouvés au Musée de l'Homme? Est-ce qu'il faut écouter les associations qui vont sans doute aller dans ce sens de les destiner à des rites funéraires, ou écouter le musée de Villèle qui a assez discrètement signé une convention pour récupérer ces objets muséaux pour ensuite les exposer, et en plus dans un domaine qui est le domaine de Madame Desbassins? Et ce qui est certain, c'est que ces restes humains n'ont pas leur place dans l'Hexagone. Ils doivent être ici, chez nous, à La Réunion. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous-mêmes, nous ne sommes pas, c'est nous-mêmes, et nous ne sommes pas les descendants. On dit souvent, vous êtes les descendants d'esclaves. Mais il faut pousser le raisonnement un peu plus loin. Ça, c'est un peu simpliste. Oui, peut-être, nous sommes des descendants d'esclaves, mais nous sommes surtout des descendants d'hommes et de femmes déportés et réduits en esclavage. C'est ça la réalité. Donc, moi, je suis partisan, bien sûr, que ces restes reviennent ici, à La Réunion. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir qu'une loi soit adoptée pour ça, parce que l'outre-mer ne peut pas se traiter comme un pays souverain comme l'a été l'Afrique du Sud. Absolument. Vous êtes engagé avec, je crois que c'est Karine Lebon et pour l'instant Frédéric Maillot qui se sont engagés dans cette voie-là, quoi. Bien sûr. À voir comment tout cela va se terminer. Et vous parliez du président de la République. Il est venu récemment à La Réunion. C'était un voyage particulier, on l'admettra. Comment vous l'avez ressenti, ce voyage-là? Je l'ai dit, ça a été un voyage pour rien. Président Macron est venu à La Réunion. On savait qu'il n'allait pas, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on attendait, on n'attendait pas, ce temps-là est révolu, on n'attendait pas du président de la République qu'il signe des feuilles de chèque, mais qu'il ait des messages forts pour les Réunionnais. Après Garance, en pleine crise du chikungunya, il n'y a eu aucun message fort. Sur la vie chère, aujourd'hui, qui est une préoccupation, le ministre des Outre-mer s'est engagé à porter un projet de loi pour lutter contre les causes structurelles de la vie chère, qu'on arrête de faire semblant. Moi, je m'attendais à ce que le président de la République dise aux Réunionnais, écoutez, il va y avoir un texte qui va arriver, oui, on va s'attaquer aux vraies causes de la vie chère. Rien, nada, il n'a pas dit un seul mot. Plus grave encore, il y a quelques jours, il remet la Légion d'honneur à Ayotte. Oui. Ce qui m'inquiète pour le texte futur. Que vous aviez interpellé sur les débats sur la vie chère. Rien dit sur le logement. Nous avons aujourd'hui, on a passé le cap des 50 000 demandes de logement à La Réunion. Plus de 140 000 Réunionnais en situation de mal logement. Pas un seul mot sur le logement. Pas un seul mot sur la façon, on ne lui a pas demandé de s'engager, mais de délivrer un message politique. C'est ça l'homme politique. Et a fortiori le président de la République. Il vient à La Réunion, il n'y vient pas tous les 3 matins. Il délivre un message fort, mais même pas un message pour dire aux Réunionnais, oui, vous avez subi Garance. Ces phénomènes, c'est vrai, ils vont être de plus en plus violents. L'enjeu des prochaines années, ça va être de voir comment on protège les Réunionnais, les hommes et les femmes de La Réunion, comment on protège les biens, comment on protège les équipements. Rien, pas un mot. Donc ça a été un voyage pour rien et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure.
il ne faut pas être surpris aussi aujourd'hui de certains propos que vous entendez ou que vous lisez, parce que les Réunionnais ont le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup de Réunionnais en tout cas, ont le sentiment qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus traités comme les Français de l'Hexagone, nous sommes traités comme des Français à part. Ben, on a eu donc Macron-Le Pen en 2027. Le Pen est arrivé devant. J'imagine que vous aviez plutôt voté Macron au deuxième tour. Oui, j'ai voté Macron. Est-ce que vous avez déjà pu remarquer que beaucoup d'électeurs de gauche ont renoncé à voter Macron? Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les électeurs de gauche qui ont voté Macron, qui m'ont dit, on m'y reprendra pas une troisième fois. Oui. On l'avait déjà fait une première fois en 2017, on l'a fait en 2022. Oui, bien sûr, 2022, pas 2027. Comme je voilà, on l'a fait en 2022, on ne le fera pas la prochaine fois parce que quand j'ai voté Macron, je n'ai pas voté pour la retraite à 64 ans. Donc, raison de plus pour que, face au RN, qui sera probablement, certainement, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le deuxième soit un candidat de gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut que la gauche, elle ne soit pas la gauche la plus bête du monde, il faut qu'elle soit la gauche la plus intelligente du monde, qu'on arrive à se mettre d'accord, trouver le bon candidat ou la bonne candidate pour se qualifier pour le deuxième tour et ne pas avoir de nouveau, dans un espèce de front républicain que plus grand monde aujourd'hui souhaite, qu'on se retrouve dans cette situation-là. Un petit mot sur Bayrou. Dans quel état ça vous a mis de le voir interrogé sur l'affaire Betaram, où il est accusé d'avoir ignoré, voire protégé des acteurs de violence contre des mineurs? Bayrou, dans cette audition de plus de 5 heures, a fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il a répondu à côté. Pour ceux qui nous regardent, il a roulé Caris-Audry. Voilà ce qu'il a fait. Tout ça n'est pas à la hauteur de ces violences qui sont une réalité dans les écoles privées, tout le monde le sait, pas seulement dans les écoles privées, mais en tout cas des violences envers les enfants dans des milieux fermés. Donc il n'a pas été à la hauteur. C'est un sparadrap qui lui colle au doigt et je pense, moi, qu'à un moment ou un autre, la vérité éclatera et Bayrou n'aura pas d'autre choix que d'assumer la vérité. C'est-à-dire de démissionner? On verra. On va venir de la politique locale et peut-être mettre à mal votre tentative de rassembler la gauche, parce que votre camp a été aux côtés du Guet-Bello pour remporter la région en 2021. Des dissensions sont apparues depuis. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de l'action régionale à La Réunion? Non, un bilan se fait à la fin d'un mandat. Je ne vais pas faire aucun bilan, aucun commentaire sur l'action régionale, tout simplement parce que l'heure du bilan n'est pas arrivée. On est dans l'action. Les socialistes sont dans la majorité auprès du Guet-Bello. Donc on reste loyal à cette majorité pour l'instant? Non, il faut rester, et c'est le cas. Je veux dire, les socialistes jouent le jeu, ils travaillent, ils apportent leur contribution. Je suppose que dans une majorité, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Bon, je veux dire, il faut pouvoir se faire entendre, il faut gagner des arbitrages, etc. Je connais, encore une fois, la pugnacité d'Éric Abaret, je connais aussi la pugnacité des gens de son groupe. Donc voilà, moi je ne vais pas faire de bilan, viendra, ne soyons pas trop pressés, viendra l'heure du bilan dans quelques années. La nouvelle route du littoral livrée en 2028, maintenant en 2029, vous y croyez? Écoutez, en tout cas, il faudra, si je puis dire, aller au bout de cette NRL. C'est un chantier qui a pris beaucoup de retard pour toutes sortes de raisons. Qui a coûté, qui coûte très très cher, mais qui est indispensable. C'est la sécurisation. On n'a pas pour le moment d'autre choix, donc il faut qu'on aille au bout de la nouvelle route du littoral. Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix? Il y a 800 millions. Aujourd'hui, non, mais j'y arrive. Alors oui, je vous laisse terminer, allez-y. Oui, est-ce qu'on n'a pas d'autre choix parce que les choses s'accélèrent? Là, je vais parler du réchauffement climatique. Il va y avoir 800 millions d'euros qui sont déjà destinés à finir cette nouvelle route du littoral. Aujourd'hui, le réchauffement climatique a montré que ça s'accélérait,
qu'il fallait sans doute avoir des actions politiques plus radicales qu'on pouvait le penser lors des accords de Paris. Certains disent clairement, arrêtons, on arrête de bétoniser, on arrête de penser le développement comme on l'a toujours pensé, avec 1 million de touristes dans un objectif plus ou moins proche, qui fait encore venir plus de monde sur la Réunion, et passons à autre chose. Alors, vous m'avez interrompu. Quand je dis on n'a pas d'autre choix, je voulais dire qu'on n'a pas d'autre choix que de terminer la nouvelle route du littoral. Mais chacun comprend bien qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 000 véhicules à La Réunion. Plus de 400 000. Et lorsque nous serons 1 million d'habitants, il y aura plus de 450 000, 470 000 véhicules à La Réunion, au moins, d'après les projections. Et à ce moment-là, se réalisera, c'est déjà un peu le cas. C'est déjà souvent le cas. Lundi avec les taxis, on non, était mais là, tous... voilà, mais là c'était parce que c'était un moment particulier, les taxis bloqués. Mais je veux dire que c'est souvent le cas. Et là, à ce moment-là, se réalisera la prédiction de Paul Vergès qui parlait de coma circulatoire. Donc, il faut sortir du tout auto. Il faut offrir une alternative aux Réunionnais. Quand je dis terminons la nouvelle route du littoral, mais il faut véritablement passer à côté à un mode alternatif de déplacement collectif. On n'a pas le choix parce que lorsqu'on sera 1 million, le nombre de véhicules augmentera arithmétiquement, si je puis dire, naturellement de 25 à 30%. Et à ce moment-là, ce sera véritablement le coma circulatoire. Donc ça doit être la priorité, l'alternative. Mais on a raté le tram-train, bon, pour les raisons qu'on connaît. En 2010, Didier Robert met fin à l'idée de tram-train. Et pendant son deuxième mandat, on a plus ou moins évoqué côté Sinor, côté région, allez, on relance le train. Mais ça donne quand même l'impression que c'est juste une histoire qu'on nous raconte. On ne le voit pas du tout commencer, ce chantier-là, d'un vrai transport en commun qui éviterait à des jeunes adultes de s'endetter dès le début de leur carrière pour s'acheter une voiture qui va les saigner, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir travailler à La Réunion que d'avoir une voiture. Écoutez, moi je vais vous dire, il y a beaucoup de priorités sur un territoire comme le nôtre, mais à un moment il faut faire des choix. Et là je vous rejoins totalement. Pour moi, dans les priorités aujourd'hui, on l'a vu au moment de Garance, avec ces phénomènes climatiques qui vont être de plus en plus violents, la priorité quand même, ça doit être la protection des Réunionnais. Comment on protège par rapport aux ravines, etc. L'entretien des ravines qui est du ressort de l'État, mais pas seulement cela. Comment on aménage, comment on se déplace. Donc il y a la protection des Réunionnais, des biens, des équipements. Ça doit être la priorité parce que ce qu'on a vu pour Garance, on le verra de manière encore plus violente lors des prochains phénomènes climatiques. La deuxième priorité pour moi, c'est ce que vous dites et je partage totalement, c'est quel mode de transport alternatif on met en place. Mais il faut y aller parce que le temps des études, il est très très long. Et vous avez raison de dire que ça a été une erreur d'arrêter, en tout cas de ne pas avoir lancé le projet de Paul Vergès, qui était le projet de tram-train, fut-il imparfait, fut-il onéreux, mais il fallait le lancer. Malheureusement, chez nous, vous le savez comme moi, et j'espère que cette maladie-là, maintenant, elle est derrière nous, c'est que quand il y a une alternance, sans faire un état des choses, sans faire d'études d'impact, on arrête totalement les projets parce qu'on a gagné les élections. Sauf qu'on ne dit jamais aux gens, est-ce que si on avait dit aux Réunionnais, votez pour moi, je ne fais pas le tram-train, je ne suis pas sûr que le résultat aurait été le même. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Donc, oui, priorité aujourd'hui, c'est comment on protège les Réunionnais, les biens, les équipements par rapport aux phénomènes climatiques futurs. Quelle alternative on met en place par rapport au tout auto? Priorité. Et la troisième chose quand même, puisque vous parlez de développement durable, etc., excusez-moi pour le prisme économique, vous allez me dire que je vois souvent les choses d'un point de vue économique, c'est renforcer la production locale, produire ici, aller vers les circuits courts, s'ouvrir sur le bassin régional. Voilà pour moi ce que doivent être les priorités pour la période actuelle et pour la prochaine décennie. Et pour revenir au déplacement... Parce que tout le monde le dit en effet, il faut arriver à une autonomie alimentaire à La Réunion.
Et ça semble tout à fait plausible, quoi. Non, moi je ne parle pas d'autonomie alimentaire, parce que l'autonomie alimentaire est un leurre. Parce que si vous dites autonomie alimentaire, ça veut dire que les vaches, on les nourrit avec l'herbe qui est à La Réunion. Voilà, non, ça c'est des histoires. Il faut parler de souveraineté alimentaire, parce que la différence, c'est que la souveraineté alimentaire, vous allez faire le choix, nous Réunionnais, nous allons faire le choix de ce que nous voulons produire à La Réunion, de ce que nous considérons comme important. Voilà, donc il faut tendre vers la souveraineté alimentaire, il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut encourager la production locale, il faut garder les terres agricoles, parce que si vous perdez aussi les terres agricoles, c'est fini. Il faut éviter, vous avez raison, la bétonisation, hein, il faut limiter la bétonisation. Donc ça, ce sont des priorités pour notre territoire. Est-ce que les élus sont prêts à ce zéro artificialisation nette des sols? On n'artificialise plus un sol, on ne met plus une plaque de goudron nulle part, pas pour... Tant pis, on ne construira pas les hôtels que veut construire le groupe CBO Territoria au-dessus de l'Ermitage. Et dans nos politiques de logement, on essaie de les faire sur les zones déjà bétonnées et pas aller grappiller des zones naturelles ou agricoles. Moi, je ne peux pas parler au nom des élus. Moi, le député que je suis pour zéro artificialisation nette. Je vous le dis sincèrement, parce que si on n'a pas encore compris que ce qui s'est passé au moment de Garance, est dû en grande partie quand même à l'artificialisation des sols. Hein, je veux dire, c'est la bétonisation aussi qui a eu conséquence sur ce qu'on a vu. Hein. Les logements inondés, les équipements inondés, les voitures emportées. Et on n'a pas eu Chido. Chido, il pourrait passer aussi sur la Réunion. Il pourrait aussi passer. Donc, il faut, en même temps, il faut se dire qu'il faut continuer à loger. Hein, pas comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on ne va pas faire effectivement, on ne va pas continuer à bétoniser. Il faut densifier, il faut réfléchir, il faut préserver les terres agricoles, encore une fois, parce qu'on ne pourra pas tendre vers une certaine forme de souveraineté alimentaire si on perd les terres agricoles, ça me paraît évident. Il faut aussi revaloriser le métier d'agriculteur, parce qu'il faut que les types qui se lancent là-dedans aussi, ils aient envie. Hein. Je veux dire que, voilà, c'est pas non plus un sacerdoce, c'est déjà un sacerdoce, mais ça ne peut pas être un sacrifice. Hein. Je veux dire que, voilà, c'est tous ces enjeux-là. C'est pour cela que moi, le politique que je suis, il est lucide. On ne peut pas avoir 50 priorités. Il ne faut pas raconter d'histoire aux Réunionnais, et je pense que ça va être vraiment l'enjeu des prochaines échéances qui vont arriver. Quelles sont les priorités pour les Réunionnais? Mais pour cela, il faut consulter les Réunionnais, il faut avoir l'aval des Réunionnais, parce que si demain on dit la priorité c'est de protéger les Réunionnais, c'est d'aménager le territoire différemment, c'est de mettre les moyens financiers sur un autre mode de déplacement alternatif, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais pour cela, il faut aussi le faire valider par les Réunionnais. Mais encore une fois, nous devons avoir 2, 3 priorités, mais pas 50. Il faut arrêter le catalogue La Redoute. Est-ce qu'on est prêt à un développement raisonné, dont on est en train de parler, quand les agriculteurs demandent des dérogations pour pouvoir continuer à utiliser des herbicides? Là, je vois qu'au niveau de l'Europe, les produits nocifs pour les abeilles, on les réintroduit. Là. Vous, quelle est votre position là-dessus quand vous êtes amené à voter pour ce genre de choses? Non, mais moi, je n'ai jamais voté pour. À chaque fois, vous pouvez aller vérifier mes votes. J'ai voté contre. Non, ça, c'est un recul. Il faut sortir de là. Hein, ça a des conséquences sur la santé. C'est pas bon. Hein, je veux dire. Et puis, si vous faites la production locale avec, j'ai envie de dire, des produits qui ne passent pas, ça ne marchera pas non plus, personne n'ira acheter. Hein, je veux dire qu'il faut être sérieux. Donc, il faut accompagner les agriculteurs. Moi, je pense qu'il faut accompagner les agriculteurs. Il faut trouver aussi les herbicides, si je puis dire, alternatifs à cela. Il faut accélérer peut-être les études, il faut mettre le paquet, il faut accélérer, il faut trouver d'autres méthodes. Il faut accompagner nos agriculteurs, mais il faut qu'on comprenne bien qu'il faut sortir de ces produits-là, ce temps-là, il est derrière nous. Et puis, c'est une responsabilité par rapport à notre jeunesse. Sur toute l'île, les ressources en eau sont infectées. C'est le CIRAD qui le dit, on est dans une pollution chronique aux herbicides dans nos ressources en eau. À Saint-Denis comme ailleurs, hein, il a fallu mélanger les eaux du Chaudron avec des eaux de la montagne pour réussir à avoir un taux d'eau potable. Absolument. Jusqu'où on va, quoi. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je pense que c'est ce que les Réunionnais veulent. Mais les Réunionnais, ce qu'ils attendent de nous, les politiques, c'est un discours responsable. C'est qu'on leur dise le chemin où on veut les emmener, mais il faut qu'ils valident ce chemin-là
et qu'on leur dise aussi qu'à partir du moment où on a validé des priorités, tout ne sera pas possible. Voilà. Et les Réunionnais, ce qu'ils veulent, c'est que cette île qui est magnifique, eh ben, on puisse la préserver, parce que tout simplement, nous, notre responsabilité, encore une fois, et là je vais dire une banalité, c'est de transmettre ce qu'on a reçu à notre jeunesse. On ne peut pas transmettre une île défigurée à la jeunesse réunionnaise. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Vos résultats aux législatives, 60% au deuxième tour en 2022, 65% en 2024, alors que le RN venait de faire un score de folie aux européennes. Toujours face à Jean-Jacques Morel, mais est-ce que vos victoires aux législatives vous laissent penser que la droite n'a aucune chance de remporter Saint-Denis l'année prochaine? Alors d'abord, l'année prochaine, ce ne sont pas des élections législatives. Absolument, déjà il y aura la sixième et la première circonscription. Alors là aussi, je vous le dis, moi qui ai une petite expérience de militant, qui est parti, qui a fait des campagnes électorales, une élection ne ressemble jamais à une autre. Et il ne faut surtout pas comparer des élections législatives à des élections municipales. Et moi-même, j'ai fait 63 ou 65%. Je ne sais pas en cas de dissolution ce que je ferai. Moi, j'essaie de faire honnêtement, sérieusement mon travail, d'être fidèle à ce que j'ai raconté pendant la campagne. Les gens sont venus me voir parce que je les ai convaincus par rapport à un certain nombre de choses que j'ai dites, et j'essaie d'être fidèle à ça. Maintenant, concernant les municipales, moi je suis confiant pour Saint-Denis. Pourquoi? Parce que Erika Barej, aujourd'hui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il y a une chose que les Dionysiens ne reprocheront jamais à Erika Barej, c'est de ne pas s'investir pour la ville de Saint-Denis. Erika Barej a pris le relais de Gilbert Annette, c'était pas simple quand même. Annette, pendant 2 mandats, il a changé la ville. La ville était une belle... Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, Erika Barej? En fait, j'en profite pour vous obliger à donner un reproche à Erika Barej. Erika Barej a pris le relais d'Annette, qui a redynamisé la ville, puisque sous Victoria, il faut le dire, Saint-Denis était une belle endormie. D'accord? Donc Annette a redynamisé tout ça. Erika Barej est arrivée, elle a insufflé un dynamisme nouveau, un fonctionnement nouveau, beaucoup plus de concertation. C'est une maire qui est omniprésente. Erika Barej est omniprésente. Elle est là du lundi au dimanche. Elle fait avancer la ville. Je vais prendre un exemple. Donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose finalement. Vous commencez votre phrase par on peut reprocher certaines choses. Non, on pourra toujours. Non, bah, écoutez, j'attends de voir ce qu'on va lui reprocher à Erika Barej. J'ai hâte d'attendre ce que ses adversaires vont lui reprocher à Erika Barej. Mais en tout cas, moi, qui rencontre les Dionysiens, pas plus tard qu'hier, vous savez, je me balade, je vais sur le terrain. Quand je suis en circonscription, je profite pour aller sur le terrain, pour rencontrer les gens. Sincèrement, aujourd'hui, les gens sont fiers du bilan d'Erika Barej. Et de ce que je retiens aujourd'hui, même si, comme on dit, il ne faut jamais faire la boue avant la pluie, ils n'ont qu'un souhait, c'est de garder Erika Barej à la tête de la ville de Saint-Denis. Mais peut-être que la droite n'a pas non plus de figure à opposer. Si Jean-Jacques Morel n'arrive pas à capitaliser les bons scores du RN sur son propre nom, il y a peut-être cette raison-là, quoi. On n'a pas trouvé avec René-Paul Victoria, avec Jean-Jacques Morel, un candidat à la hauteur. Ça, c'est l'affaire de la droite. Si elle a du mal à se renouveler, c'est que certainement le mal, il doit être profond. En tout cas, nous, puisque vous parliez de bilan tout à l'heure pour la région, je vous disais qu'un bilan, ça se fait à la fin. On est quasiment maintenant à moins de 10 mois des élections municipales. Le bilan de Barej, et on l'a vu d'ailleurs dans l'enquête de popularité, même s'il faut toujours relativiser la popularité, c'est pas le vote, je suis d'accord, mais vous avez vu quand même que... Elle arrivait en tête des opinions positives, mais aussi en tête des opinions négatives. Oui, mais c'est celle qui a la plus forte progression, et la femme, ou l'homme politique, le politique, je ne sais pas comment il faut dire, plus populaire à La Réunion. Je veux dire que tout ça n'est pas le fait du hasard, c'est tout simplement parce que Barej travaille. Mais je que le sondage était mal fait parce qu'on ne peut pas dire plus ou moins populaire parce qu'on n'a pas demandé aux gens une liste de personnalités dans lesquelles ils auraient fait un classement. Ah mais je crois que... Donc, qu'elle n'ait pas d'opinion, qu'elle ait des opinions favorables. Non mais on l'a fait pour tous les maires. On l'a fait aussi pour les députés, on l'a fait pour les maires. On a demandé aux gens, est-ce que vous avez une bonne opinion, une très bonne opinion? Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que dans les très bonnes opinions, c'est ça qui est important. Très bonne opinion,
c'est mieux que bonne opinion. Et en général, quand vous dites que vous avez une très bonne opinion de quelqu'un, ça veut dire quand même que vraiment vous la soutenez. Dans les très bonnes opinions, Barrage est celle qui a le plus haut niveau. C'est ça ce que je retiens. Et moi, tout ça m'est corroboré par les échanges que j'ai sur le terrain, même si, encore une fois, je me dis qu'une campagne électorale, c'est autre chose que les sondages. Mais tout ça, c'est de bonne aloi, c'est une bonne dynamique avant une campagne. À un moment donné, il y avait la rumeur Didier Robert retour en lice sur Saint-Denis. Maintenant, on le dit plutôt sur Saint-Paul. Le monsieur, il est plutôt discret. Vous en savez quelque chose Non, écoutez, sa discrétion, elle ne m'a pas interpellé outre mesure. Donc pour moi, effectivement, c'est quelqu'un de discret. L'extrême droite. Faut regarder le problème en face. Dans les années 2000, on la voyait monter 2%, 4%, 8%. Et là, elle est arrivée à des sommets à La Réunion. Qui est responsable de ça? Moi, je vous dis, c'est les médias, c'est les élus, même de gauche, qui ont été incapables de contredire les arguments populistes parce que c'est difficile de surfer sur le sentiment d'insécurité, de la stigmatisation de l'étranger quand on sait que c'est des choses qui sont bien appropriées par la masse parfois, quoi. Ou bien tout simplement le déclassement économique de 60% de la population qui n'en peut plus de voir qu'on ne lui propose pas de solution. Oh, vous savez, non, mais dans ce que vous dites là, vous évoquez en partie, vous donnez les explications aujourd'hui sur le fait que le Rassemblement national est devenu le premier parti de France. Malheureusement, parce que je dis quand même, pour ceux qui nous regardent, pour moi, le Rassemblement national, c'est un parti attrape-tout, mais c'est un parti dont le logiciel, si je puis dire, reste raciste et colonialiste. Moi, j'insiste là-dessus. C'est un parti raciste et colonialiste, le Rassemblement national. Il ne faut pas se tromper. Alors, les explications... Et pourtant, le maire de la Plaine des Palmistes, il tient des propos pour dire qu'il ne veut pas fêter la fête de l'esclavage, enfin de la libération. Vous me donnez raison. Vous me donnez raison. Oui, mais oui, bon. Ça passe auprès de sa population, quoi. Ça passe à la Plaine des Palmistes, mais mais ça a choqué les Réunionnais et personne n'a compris. Bon, personne n'a compris, mais je pense que c'était pas une légèreté de la part du maire de la Plaine des Palmistes. Sans revenir là-dessus, je pense qu'il a exprimé tout simplement le fond de sa pensée, ce qu'il pense véritablement. Ne nous racontons pas d'histoire, ce n'était pas une maladresse. Vous avez dit déclassement, éloignement, la fin des services publics. Ce sont, à mon avis, des raisons importantes. La désindustrialisation au niveau national, le fait aussi que sur les questions, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga des préoccupations, mais notre incapacité à nous, la gauche aussi, de parler des problèmes d'insécurité, de mettre ça sous le tapis, de ne plus être en mesure de parler aux classes populaires, aux classes moyennes, de ne pas parler de manière claire. La gauche a sa part de responsabilité aussi dans la montée du RN, parce que les classes populaires, les classes moyennes sont allées vers le RN parce que nous n'avons plus de réponse ou nous n'avions pas de réponse par rapport aux préoccupations de gens, par rapport aux demandes de logement, par rapport à l'insécurité, par rapport à la vie chère, etc. Donc, par rapport aux services publics aussi. Donc, il y a cela, et puis il y a la responsabilité du président Macron aussi. Hein, cette politique libérale, cette politique fiscale qui favorise quand même les très très hauts du panier, je veux dire, tout ça, les Français l'ont bien compris et ils se sont tournés vers le Rassemblement national. Je rappelle quand même que les choix fiscaux de Macron depuis son élection en 2017, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est priver chaque année les recettes de l'État de 60 milliards d'euros, 60 milliards. Quand on décide de favoriser les très très riches et qu'on baisse les aides au logement, ben, les gens ils vont vers le Rassemblement national, ils vous sanctionnent. Ils se disent aujourd'hui les seuls qui sont capables, sauf que le Rassemblement national, je le dis encore, il n'a aucune réponse, c'est un parti attrape-tout. Et je reviens à Macron. Macron a une grande responsabilité. Quand le Macron arrive comme président de la République, vous vous rappelez, vous, du nombre de députés RN qu'il y avait à l'Assemblée nationale? 40 ou à peine? Non, en 2017, sauf à dire une bêtise, ils étaient 8. Bien sûr, oui. Ils étaient 8. Aujourd'hui, ils sont 130, je crois. Voilà. Macron a aussi une responsabilité. Et les classes populaires qui, avant, votaient à gauche parce qu'elles avaient le sentiment que la gauche les défendait, ont basculé du côté du Rassemblement national. C'est quand même une douleur pour les hommes de gauche de voir ça et de ne pas savoir
quoi répondre quand vous parlez d'insécurité, d'immigration? On a eu des dérapages, pas vous, hein, mais le député Ratenon a un peu surfé sur les Mahorais, il faut les laisser à Mayotte, faut qu'ils restent, on ne veut pas de transfert, etc. Comment un homme de gauche arrive à se positionner là-dedans et puis essayer d'avoir un regard un petit peu plus lucide sur l'insécurité? Vous êtes vraiment sûr que ça a augmenté? L'étranger, vous êtes vraiment sûr que c'est lui qui vous prend votre logement ou votre emploi? Là, je vais vous dire, ce qui nourrit le Rassemblement national à La Réunion, vous avez raison, ça a été jusqu'à maintenant l'incapacité, même si je distingue La Réunion de l'Hexagone, hein, parce que je distingue et je vois la Fédération socialiste de La Réunion qui fait un gros travail de production sur les idées, sur les enjeux, sur la vie chère, sur le développement durable, sur le logement, etc. Il faut d'abord qu'on parle des préoccupations des Réunionnais. C'est quoi les préoccupations des Réunionnais aujourd'hui? C'est la vie chère qui étrangle. Ce que les Réunionnais attendent de nous, ce qu'ils attendent de Philippe Naillet, le député, qu'ils attendent des parlementaires, c'est que quand le projet de loi arrive, on ait suffisamment de courage pour s'attaquer aux causes structurelles de la vie chère, qu'on ne vienne pas avec deux petites mesurettes en disant c'est l'octroi de mer, c'est la TVA. Ça, on sait très bien que ce ne sont pas les vraies réponses. Comment on s'attaque à la transparence des comptes, comment on s'attaque à la transparence sur les marges arrière, comment on limite les forces économiques, parce que quand à un moment elles deviennent trop puissantes, c'est elles qui tirent les prix. Ils nous attendent là-dessus. C'est peut-être notre impuissance face aux forces économiques qui fait que les gens n'y croient plus qu'on pourra réduire les fractures. Oui, mais vous savez, le Rassemblement national, nous devons travailler. Et moi, je porterai un certain nombre de propositions lorsque le texte arrivera en juin ou en juillet à l'Assemblée nationale. Mais le Rassemblement national, je le dis là à ceux qui nous regardent, le Rassemblement national n'a aucune réponse. Le Rassemblement national, il attrape tout. Le Rassemblement national, sa réponse, c'est de dire on va supprimer l'octroi de mer. On va supprimer l'octroi de mer, vous croyez que ça va faire que Carrefour ou les autres vont baisser leur prix? Vous croyez sérieusement que quand on va supprimer l'octroi de mer, sans parler des conséquences pour nos collectivités, pour les services publics, parce que ça a des conséquences, la suppression, c'est cela. Dire, pour réduire le chômage, on va faire de la Réunion une zone franche globale. Vous croyez sérieusement que c'est une zone franche globale qui va faire reculer? Le Rassemblement national, je le dis, n'a aucune réponse par rapport aux problèmes concrets des Réunionnais qui sont aujourd'hui la crise du logement, qui sont aujourd'hui la vie chère, qui sont l'insertion de nos jeunes, tous ces jeunes-là qui sortent sans qualification, sans formation, comment on les remet dedans? Par rapport au prix du foncier, tous ces jeunes Réunionnais qui veulent acheter un terrain aujourd'hui pour construire une petite case, qui ne peuvent pas parce que les prix ont été multipliés par 3 ou par 4, qui ont le sentiment d'être déclassés chez eux. Comment on répond à tout cela? C'est là-dessus que nous devons apporter des réponses. Et si nous apportons des réponses dans un discours concret, compréhensible également, qu'on ne s'amuse pas à faire encore une fois des tonnes de promesses, le Rassemblement national, il reculera. Et moi j'ai confiance parce que je pense que le vote du Rassemblement national, c'est encore une fois, c'est un vote parce que tout simplement nous sommes incapables, nous avons été jusqu'à maintenant incapables de porter des réponses concrètes aux attentes des Réunionnais, aux attentes de ceux qui souffrent. Et on n'aura pas apporté des réponses concrètes avant 2027. Il n'y a pas de raison que tout d'un coup, la gauche arrive à démontrer dans son programme qu'elle a des réponses efficaces. Ben, écoutez, quelles seraient-elles, quoi? Eh ben, écoutez, si vous prenez, je reviens au cas de la ville de Saint-Denis quand même, si vous revenez sur Saint-Denis, les réponses concrètes quand même on les apporte. Je veux dire que quand vous faites la cantine gratuite, Monsieur Cellier, oui. Hein, non, mais je national, hein, mais ça part d'abord du local. Quand vous faites la cantine gratuite, vous répondez à une préoccupation, non pas pour les enfants de médecins, je n'ai rien contre les enfants de médecins, les enfants de professeurs, etc. Vous répondez, ou les enfants d'avocats, de tout ce que vous voulez. Vous répondez à une préoccupation par rapport à des enfants dont les familles aujourd'hui sont dans le dur, elles vivent de PEC, ou alors le père a un SMIC, etc. Souvent, le seul bon repas, c'est le repas de la cantine. Donc, vous répondez à cela. Lorsque vous mettez le déplacement gratuit sur le réseau Citalis, vous répondez à des préoccupations
pour des enfants modestes qui demain pourront aller faire une activité sportive, pourront aller faire peut-être un peu de musique, faire un peu de théâtre, etc. sans que le parent se préoccupe en disant purée, j'ai pas 2 euros, comment il va faire pour y aller? Je vais être obligé de lui dire non. Et pendant ce temps, le marmot, il fait rien. Voilà. Donc, quand Barège dit moi, dans ma ville de Saint-Denis, je veux continuer à faire du logement, mais je ne veux plus faire du logement comme on le faisait avant, vous vous inscrivez dans une forme de développement durable, vous prenez en compte également une certaine réalité pour nos populations. Donc c'est à travers, je prends ces exemples-là, c'est quand vous mettez en place des activités pour les seniors, pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite, ce n'est pas parce que vous êtes un senior que vous devez rentrer à la maison. On gagne en espérance de vie, mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas seulement de gagner en espérance de vie, c'est de vivre bien l'après. Ben, vous proposez des activités à 5 euros, vous agissez concrètement et les gens le voient ça. Donc, c'est des réponses concrètes. Là, je parle de choses concrètes, immédiates, concrètes, mais pas seulement. Réponses concrètes par rapport au temps moyen, court terme et également au temps long. C'est à nous, la responsabilité, nous, parce qu'encore une fois, je le redis, le Rassemblement national n'a pas de réponse, c'est un parti attrape-tout. Le Rassemblement national dit une chose et son contraire, et je le vois bien à l'Assemblée. Ils défendent ici les plus modestes, sauf que quand à l'Assemblée nationale, il faut voter le relèvement de l'impôt pour les très très riches, le Rassemblement national n'est pas d'accord. Rappelez-vous, sur la mandature précédente, il n'était pas d'accord pour augmenter le SMIC. Donc voilà, c'est ça le Rassemblement national. On a un discours sur le terrain, on a un discours dans les médias, sur les réseaux, mais quand on est à l'Assemblée nationale, on agit différemment. C'est ça. Les gens aussi doutent du discours du Rassemblement national, mais se disent bah, on n'a jamais essayé, donc on va essayer, et parce qu'on n'a pas réussi par ailleurs. Bah, écoutez, est-ce que j'interroge ceux qui disent on va essayer, parce que est-ce que Trump c'est un progrès aux États-Unis? Je vous pose la question. Il a été réélu. Non, mais là aujourd'hui, quand il sabre dans les administrations, est-ce que c'est un progrès? Quand il va diminuer ce qu'ils appellent l'aide médicale, est-ce que c'est un progrès pour les Américains, l'Américain de base? Quand il favorise les très très riches qui ont financé sa campagne, est-ce que c'est un progrès pour l'Américain qui souffre? Non. Évidemment, on sera d'accord, c'est pas un progrès. Je constate juste que ces gens-là arrivent à être élus aux États-Unis, en Hongrie, en Italie. Ça monte partout, quoi. Et à La Réunion aussi. Ça monte, mais notre responsabilité, c'est de faire reculer le Rassemblement national. Et je le redis, on fera reculer le Rassemblement national à 2 conditions. À condition que nous, hommes, femmes de gauche, nous nous attaquons véritablement aux problèmes concrets des Réunionnais et des Réunionnaises, sur le logement, sur la vie chère, sur l'insertion des jeunes, sur le retour des jeunes qui veulent revenir à La Réunion. Les parents se sont saignés, ils ont envoyé leurs gamins faire les études en France. Bon, ils ont travaillé en France, mais maintenant ils aimeraient quand même revenir. Pas tous, parce qu'il ne faut pas raconter une histoire, il ne faut pas dire qu'ils vont venir tous, mais à chaque fois que possible, les faire venir là. Donc c'est sur tous ces sujets-là que nous devons apporter des réponses concrètes. J'ai dit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne gagne jamais seul. Il faut aussi, encore une fois, et moi je lance un appel à cela, il faut que la gauche, elle soit rassemblée. C'est ce qu'attendent de nous nos électeurs et c'est ce qu'attendent de nous les hommes et les femmes de gauche en général. Vous pensez qu'ils sont en mesure de remporter des communes à La Réunion maintenant? J'espère que pas. À nous d'être rassemblés, de faire campagne. Ma question, c'était que faites-vous concrètement pour démonter l'extrême droite? Vous m'en avez un petit peu parlé. Absolument. C'est sûr. Là, on fait le travail à l'Assemblée nationale, on essaie d'agir concrètement. Et ça va être le cas bientôt sur le sujet de la vie chère, qui est un sujet important. Oui. Ça va être le cas sur l'encadrement des loyers, le texte d'Audrey Bélim qui va arriver à l'Assemblée nationale bientôt. Lorsqu'on encadre les loyers, on agit pour qui? On agit pour les plus modestes. L'encadrement des loyers, c'est très important. Quand vous savez le niveau des loyers ici à La Réunion, dans les zones tendues. Donc voilà, c'est ça, il faut agir concrètement et il faut montrer les résultats. Quand on stigmatise les Mahorais, qui ne sont pas des étrangers, mais qui sont considérés comme n'étant pas des Réunionnais en quelque sorte, où se situent les politiques de gauche pour arrêter ça? Sur les réseaux sociaux, sur les commentaires des sites, sur les commentaires de Freedom, on entend des horreurs régulièrement. Non, c'est insultant de stigmatiser les Mahorais. Hein, je veux dire qu'on mélange tout. Les Mahorais sont des Français comme nous. Il y a des Mahorais qui sont insérés à La Réunion depuis des décennies.
hein, voilà. Et après, il y a ces phénomènes de bande. Ces phénomènes de bande, par rapport à ça, il faut être implacable. Il ne faut pas accepter ces formes de violence dans nos quartiers. Il ne faut surtout pas accepter ça. Il faut vraiment lutter contre cela. Mais il ne faut pas tout mélanger, hein, parce que d'abord les Mahorais sont français, et je vais vous dire, les Mahorais aujourd'hui, nous devrions être davantage solidaires des Mahorais pour faire en sorte que dans la loi de refondation qui arrive bientôt, qui a été au Sénat, là il y a quelques heures encore, qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale, pour lequel je vais être chef de file pour le groupe socialiste, nous portons la voix des Mahorais pour faire enfin de Mayotte un véritable département français. J'étais à Mayotte il y a un mois, c'est une situation hors norme que personne n'accepterait. Je veux dire qu'on oublie qu'à Mayotte, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, ne stigmatisons pas les Mahorais. Les Mahorais, vous savez, si vous faites la convergence sociale, si vous faites les écoles à Mayotte, si vous donnez au centre hospitalier de Mayotte les moyens qu'il faut pour soigner les Mahorais, ils veulent d'abord vivre à Mayotte, ils veulent d'abord développer leur pays. Et peut-être, moi j'ai envie de déconstruire quelque chose, phénomène de bande et immigration, c'est deux questions très différentes. Non, ce sont des questions totalement différentes, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas tout oui. mélanger. Moi je ne suis pas là-dessus, vous ne m'avez jamais entendu. C'est ça. J'évite de mélanger les sujets parce qu'en général, quand vous mélangez tout, vous n'apportez aucune réponse concrète. Et en vrai, la réalité de cette impression de submersion, seuil de... Elle existe dans les chiffres? Est-ce qu'il y a un afflux de Mahorais qui arrive à La Réunion? Et pareil pour l'insécurité. Est-ce que cette insécurité qui serait de plus en plus forte, elle est si forte qu'elle ne l'était dans les années 90? Il y avait encore plus de meurtres aux assises. C'est pas nouveau, quoi, l'insécurité. Non, moi j'ai du mal à penser qu'aujourd'hui on soit dans un moment. Moi je ne ferai pas. Vous savez, il faut être prudent aussi. Je ne compare pas la situation d'aujourd'hui à 90. Je veux dire, pour ceux qui subissent les violences, qui voient les violences, vous aurez beaucoup de mal à leur expliquer que ça existait déjà en 1990, ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, nous, notre responsabilité de politique, c'est de faire en sorte que dans nos quartiers, il y ait la tranquillité, que vous puissiez vous déplacer sans être agressé. Mais il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas immigration égale insécurité, ce n'est pas Mahorais égale insécurité. Ce sont des petites bandes qui arrivent aujourd'hui, qu'il faut traiter. Il ne faut pas accepter ce qu'elles font. C'est aussi dans nos prisons. Mais il y a un décalage entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité réelle. Les faits de délinquance ne sont pas en progression exponentielle. Oui, les faits de délinquance ne sont pas en progression exponentielle, mais je suis d'accord avec vous, Monsieur Cellier. Mais ceux qui vivent les violences, pour eux, c'est insupportable, inadmissible. Vous savez, donc nous, notre responsabilité de politique, encore une fois, c'est d'assurer la tranquillité dans nos quartiers, c'est de ne rien laisser passer, de ne rien laisser filer, mais de ne pas faire d'amalgame non plus. Et est-ce que c'est le mot de la fin? Non, ça ne sera pas le mot de la fin. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose? Philippe Naillet, êtes-vous confiant pour le territoire de La Réunion? Et alors? Oui, malgré la période qui est compliquée, parce que je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes maltraités. Nous ne sommes plus considérés, les territoires ultramarins. Mais néanmoins, je reste confiant parce que et c'est ce qui fait la force de La Réunion. Ce qui caractérise La Réunion, c'est malgré des indicateurs socio-économiques qui sont dégradés, qu'on connaît, taux de chômage 17%, 36% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, 2,5 fois plus d'élèves, de jeunes qui sortent du système scolaire. Malgré tout, il y a un dynamisme à La Réunion qui est remarquable. C'est-à-dire qu'on veut avancer. Même si c'est compliqué, tout le monde veut avancer. Et tout le monde veut avancer parce qu'on veut d'abord qu'il y ait un développement qui soit inclusif, qui profite à ceux qui habitent La Réunion. C'est ça, tout le monde veut avoir sa part ici à La Réunion, de manière responsable, sans Sauf que pour avoir un défigurer. loyer, c'est plus facile d'arriver de France avec un bon...
avec un bon pouvoir d'achat, notamment dans l'Ouest et peut-être dans le Sud. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ça ne vous a pas échappé que je vous ai parlé des prix du foncier aujourd'hui qui est devenu inabordable pour les jeunes réunionnais qui veulent investir. Et qui provoque un vrai trouble, quoi. Ils peuvent pas, le Réunionnais ne peut pas se loger, mais le Français qui arrive, qui a déjà son métier, lui, il est capable de sortir 1 500, 2 000 euros pour un loyer. Ben écoutez, vous avez bien raison de poser ce sujet-là, que je partage totalement. Je l'ai évoqué tout à l'heure, un peu rapidement dans notre interview, c'est un vrai sujet. Donc, il y a une volonté aujourd'hui de faire en sorte que la Réunion puisse continuer à avancer. C'est pour cela que je suis confiant. Mais en même temps, je me dis il y a un risque. Le risque, c'est ce que vous venez de dire. C'est la fracture sociale. C'est-à-dire qu'il y a ici à La Réunion un décalage qui est de plus en plus important entre ceux qui avancent et ceux qui sont bloqués. Et cette fracture sociale-là, il est de notre responsabilité de la réduire. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire qu'un jeune Réunionnais, vous avez raison, un jeune couple de Réunionnais qui est parti, qui a fait des études, socialement inséré, qui souhaite acquérir 300 mètres carrés pour construire une petite case, comme on dit, tout le monde ne pourra pas construire des cases non plus, mais qui souhaite. Aujourd'hui, c'est devenu rédhibitoire. Ça, c'est pas normal. Et ça, c'est insupportable. Donc, notre responsabilité, c'est de corriger cela, c'est de réduire la fracture sociale. Et moi, pour finir, j'ai en tête la phrase d'Albert Camus. Albert Camus, au moment où il reçoit son prix Nobel de littérature, il dit « Chaque génération se croit obligée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne refera pas le monde, mais sa responsabilité beaucoup plus grande, c'est d'éviter que le monde se défasse. » Et bien nous, c'est d'éviter que la Réunion se délite. Donc il faut réduire la fracture sociale. Et c'est là-dessus que nous concluons. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, M. Cellier. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.